Bonsoir tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis le coordonnateur des instituts et le responsable de la série Impact 3 pour le Centre Franco. Ce soir, je suis très heureux, au nom du Centre Franco justement, de vous souhaiter la bienvenue à la conférence de Mme Diane Campeau, qui a comme titre Pédagogie autochtone, intégrer savoir et perspectives autochtones en classe. Eh bien, justement, parlons-en de ce centre, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques que l'on nomme affectueusement le Centre Franco, est un organisme en pleine effervescence. Ce centre travaille au développement, à l'amélioration et à l'épanouissement de l'éducation en français en Ontario. Le Centre Franco existe depuis maintenant plus de 50 ans, soit un demi-siècle, et il est devenu la référence en création de ressources pédagogiques. Le centre soutient aussi le développement du personnel de l'éducation des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario, ainsi que du consortium Centre Jules Léger. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Centre multimédia, multiservice en éducation compte plus de 150 spécialistes qui ont créé au fil des ans une véritable mine d'or en termes de ressources pédagogiques et de formation. Pour en avoir consulté plusieurs, je peux vous dire que ce sont des outils assez incroyables qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et ça permet aussi de faire rayonner la francophonie. Alors, si vous voulez y avoir accès à ces ressources, il n'y a rien de plus simple. Rendez-vous sur le site web du Centre Franco, soit lecentefranco.ca. Ce soir, le Centre Franco désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui soutient tous ses projets et programmes grâce à son financement. Bonne conférence tout le monde. Et maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencière. Madame Diane Campeau détient un doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke au Québec. Ses recherches traitent de l'intégration des dimensions culturelles autochtones en éducation. Elle est actuellement chargée de cours au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle intervient auprès de plusieurs collèges, universités et conseils scolaires au sujet de la décolonisation. Elle contribue aussi, avec des partenaires autochtones, à divers projets relatifs à l'éducation autochtone au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle a enfin publié plusieurs articles et rédigé plusieurs chapitres de livres au sujet de la pédagogie autochtone. Eh bien, avant de lui céder la parole, simplement vous mentionner que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Pendant la conférence, on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Par contre, vous pouvez allumer votre caméra si bon vous le semble. Voilà, eh bien, enfin, oui, c'est vrai, la boîte de clavardage est là. Alors, pendant la conférence, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je suis comment on dit ça, le gestionnaire de la boîte. Et puis, je vais recueillir vos questions et on aura une période de questions justement à la fin de la conférence. Ben voilà, bonne conférence à tout le monde. Et puis, Diane, je te cède maintenant la parole. OK, merci beaucoup, Koué. Alors, on va débuter ça sans plus tarder avec la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Oniatoreo, dérivé du terme Mohawk qui signifie lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Moi-même, je suis sur le territoire des nations Songhees et Esquimalt de la grande nation Lekwungen sur l'île de Vancouver à Victoria. Et ça, c'est une tradition, les mots qui viennent avant tous les autres. J'ai parcouru des milliers de pages à la recherche du savoir, mais il était là,
juste sous mes pas. Alors voici, si jamais vous voulez me contacter, les adresses courriel où on peut me rejoindre. Alors ce que nous ferons ensemble, en fin de cette journée, que j'apprécie le temps que vous consacrez d'ailleurs. Alors, on va identifier la place des savoirs et perspectives autochtones dans les récents programmes cadres. On va se familiariser avec la pédagogie autochtone afin d'en mettre en œuvre les principes dans des situations d'apprentissage et on va s'inspirer d'exemples pour élaborer des activités d'apprentissage qui reflètent les réalités culturelles des nations autochtones locales. Alors, pourquoi les Premières Nations métiers inuits dans le curriculum scolaire? En premier lieu, on a des obligations morales. Et ces obligations morales-là, ils sont issues du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation avec les 94 appels à l'action, dont plusieurs des appels sont reliés à l'éducation. Entre autres, je vous cite l'article 10, élaboration de programmes d'études adaptés à la culture des peuples autochtones. L'article 62, qui demande l'établissement d'un programme pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui porte sur les pensionnats, les traités, de même que les contributions passées et, j'insiste, contemporaines des peuples autochtones à l'histoire du Canada. L'article 63 demande l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre de programmes et l'établissement de ressources aussi d'apprentissage, le renforcement évidemment de la compréhension interculturelle, de l'empathie et du respect mutuel, et aussi l'évaluation des besoins de formation des enseignants relativement à tout ce qui précède. C'est de là l'importance d'avoir des formations en formation continue, mais aussi la plupart des universités à travers le Canada donnent maintenant dans les facultés d'éducation des formations sur les perspectives autochtones et la pédagogie autochtone pour faire en sorte que les enseignants et enseignantes puissent répondre à ces obligations-là. Mais en plus des obligations morales, on a, à cause des programmes scolaires, on a une obligation légale également. Donc, dès l'instant où des contenus sont dans les plans des programmes, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, on est tenus de les mettre en œuvre auprès des élèves. Donc, on a une obligation légale de le faire. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, l'Ontario a répondu aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, comme c'est mentionné dans le texte ici. Je vous donne l'exemple d'une obligation légale que nous avons tout récemment en Ontario au nouveau curriculum de français qui est sorti en 2023, donc l'année dernière. Dans ce programme-là, il y a 82 occurrences dans tout le programme au sujet des Premières Nations métis inuits. Donc, si on fait une recherche à l'intérieur du programme, on va trouver à 82 reprises la mention de Premières Nations métis inuits. Donc, ça nous identifie tout de suite le rôle que l'on doit jouer au regard de la mise en œuvre de ce programme. Donc, ici, vous avez des exemples, même au tout début du programme, à la page 8, des pages qui sont toujours importantes de lire parce que souvent, les enseignants, vous allez directement dans le contenu, mais les premières pages d'un programme vous indiquent la philosophie derrière ces programmes-là et c'est important d'aller lire ces pages. Et ici, on parle de toutes sortes de diversité de cultures, mais y compris celle des Premières Nations métis et les Inuits. Et à toutes les fois, donc pour le domaine A, établissement de liens et mise en application en littératie, on parle des Premières Nations métis inuits, on parle aussi au niveau du domaine C de compréhension, comprendre des textes qui sont issus des créateurs et créatrices des Premières Nations métis inuits. Un exemple en français au niveau des compétences, quand on parle de lire, écouter, interpréter des textes, donc on parle de diverses formes de discours produits par des créatrices et créateurs des Premières Nations métis inuits, et aussi quelques façons dont les textes communiquent de l'information au point de vue des périodes historiques ou des expériences culturelles ou des événements. Donc, on voit qu'il y a des obligations dans ces programmes-là qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui est indispensable de mettre en œuvre dès à présent. Donc, il y a aussi, bien sûr, dans d'autres programmes. Donc, dès 2022, il y avait le programme de l'Ontario en sciences qui a intégré des savoirs et perspectives autochtones à l'intérieur du programme. Donc, ici, ce sont que quelques exemples. Donc, en sciences de deuxième année, évaluer les répercussions de l'activité humaine sur l'air et l'eau en tenant compte de diverses perspectives, incluant les Premières Nations métis inuits. On parle en sciences de troisième année de l'utilisation des plantes. Donc, on fait référence encore une fois aux peuples autochtones. En sciences quatrième année,
On parle de les connaissances géologiques des Premières Nations des métiers des Inuits. Et en sciences 8e, donc on voit aussi qu'on est au niveau intermédiaire, on parle de l'incidence sur la société et l'environnement de déversement de fluides, y compris l'incidence sur des communautés des Premières Nations métiers Inuits. Ici, on pourrait extrapoler et penser qu'on a voulu interroger les incidences sur les déversements de pétrole, entre autres. Par ailleurs, le programme de français nous demande même de faire de l'interdisciplinarité et aussi particulièrement cite les sciences. Alors ça, c'est intéressant parce que dans le programme, ça nous dit qu'il y a des liens à faire avec le français et la science et la technologie parce que ça met l'accent sur la connaissance et l'établissement des perspectives et formes de savoir des Premières Nations des métiers inuits. Donc ici, je reprends les mêmes thèmes qu'on vient de voir à l'instant, et comment, en français, on peut intégrer justement des textes et des récits, on va le voir un peu plus tard, qui peuvent nous aider à faire de l'interdisciplinarité au niveau du français et des sciences. Soit en passant, dans le cadre de mes recherches, quand je voulais savoir si une province ou un pays, de quelle façon ils intégraient les savoirs et perspectives autochtones au sein de leur curriculum, je n'allais jamais voir les sciences humaines parce que nécessairement, on va parler au niveau historique des Premières Nations, des métiers inuits, mais j'allais voir le programme de sciences et dès l'instant où je voyais qu'une province ou un pays avait inclus les savoirs et perspectives autochtones dans les programmes de sciences, ça m'indiquait une volonté certaine de faire appel aux grandes connaissances des premiers peuples. Donc, tout ça, il faut le faire aussi à partir de ressources authentiques. Donc, c'est important de sélectionner des ressources qui reflètent aussi bien les communautés autochtones locales. Et j'insiste, et on va revenir sur cette importance-là des communautés autochtones locales. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un autochtone générique, ça n'existe pas. Donc, c'est important de se rappeler et de connaître les autochtones de la nation locale sur lesquels territoires vos écoles sont situées. Ensuite, oui, on peut aller vers les Premières Nations métiers inuits de l'ensemble de la province et du pays, parce que ces savoirs-là sont vraiment très localisés. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, pour avoir des ressources authentiques, vous pouvez communiquer avec la personne responsable de l'éducation autochtone de votre conseil scolaire. Ça, c'est carrément tiré du programme de français à la page 34. Quand on veut intégrer des savoirs et perspectives autochtones, il y a deux aspects et ça, c'est pour tous les élèves. Donc, je rappelle ici que les contenus et des savoirs et perspectives autochtones des programmes de l'Ontario comme des programmes de toute la majorité des provinces canadiennes, sauf le Québec, ce n'est pas nécessaire d'avoir des enfants autochtones dans vos salles de classe pour appliquer ces programmes-là. C'est valable pour tous les élèves. Donc, les savoirs et perspectives autochtones inclus dans les curriculums scolaires, dans les programmes cadres, ça s'adresse à tous les élèves. Il y a des aspects de savoirs et perspectives autochtones. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces savoirs et perspectives autochtones-là sont localisés et sont liés à des savoirs spécifiques qui sont liés à un territoire et à une communauté donnée. L'exemple que je donne tout le temps, et ceux qui ont déjà entendu mes présentations m'excuserez si je me répète. Donc, j'ai vécu pendant 7 ans dans la vallée de l'Okanagan, qui est un climat semi-désertique au Canada. Donc, on comprend très bien que les plantes et les animaux qui vivent dans un climat semi-désertique, entre autres dans l'Okanagan, on a des serpents à sonnette, mais ce n'est nécessairement pas les savoirs des peuples côtiers du Pacifique où je vis. Et si je fais une comparaison, ce ne sont pas non plus les savoirs des peuples côtiers de l'Atlantique. Et évidemment, ce ne sont pas les savoirs des peuples de la forêt boréale. Puis même, il y aurait des différences à travers la province même de l'Ontario entre les peuples autochtones qui vivaient auprès des Grands Lacs et ceux qui vivaient plus au nord, plus éloignés de la forêt boréale. Donc ça, c'est important d'en tenir compte, que les savoirs et perspectives autochtones, elles sont localisées et liées à une communauté donnée. Dans le cadre de recherche, je vais développer un concept qui s'appelle les dimensions culturelles autochtones. Donc, quelles sont les dimensions culturelles obligatoires de connaître au regard d'une nation précise, la nation locale. Donc, toutes ces dimensions culturelles-là, elles sont interreliées, bien sûr. Il y a en premier lieu, mais pas nécessairement en premier lieu, mais au cœur de tout ça, c'est la langue autochtone. Le territoire, donc, quel est ce territoire-là? Et c'est pas seulement au niveau de la superficie du territoire, mais qu'est-ce que contient ce territoire-là?
les récits et les légendes. Donc, les récits contiennent énormément de savoir et c'est le médium qui était choisi de façon traditionnelle pour transmettre les savoirs importants. L'histoire ici, c'est l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire des Autochtones avant la colonisation. Donc, comment ils parlent d'eux-mêmes. Donc, cette information-là, on peut la retrouver sur les sites web des nations en question. Souvent, ils vont indiquer qui nous sommes ou notre histoire ou who are we, etc. En même temps, et en parallèle de ça, il y a la pédagogie autochtone qui, elle, est plus généralisable. Dans le cadre de recherche, j'ai cherché à travers le monde quelles étaient les caractéristiques des pédagogies autochtones, des peuples autochtones à travers le monde, dont les Samis de Norvège et les Aborigènes d'Australie, même les peuples hawaïens. Et on retrouve des valeurs éducatives similaires. Donc, on peut généraliser et parler d'une pédagogie autochtone. Par ailleurs, les savoirs et perspectives autochtones vont toujours être localisés. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que si j'intègre des savoirs et perspectives autochtones dans ma salle de classe, ce serait sage et nécessaire d'utiliser une pédagogie autochtone pour aborder ces savoirs-là. Par ailleurs, je peux utiliser une pédagogie autochtone avec mes élèves sans nécessairement aborder un contenu autochtone, parce que c'est une pédagogie qui fonctionne très bien, particulièrement avec des élèves en difficulté d'apprentissage que j'ai démontré dans une recherche de maîtrise il y a plusieurs années. Quand on intègre les dimensions culturelles autochtones, il y a des questions à se poser. Donc, à partir de quel territoire? Quels sont les savoirs des Autochtones au niveau local ou au niveau régional? Quels sont les récits qui sont associés? Quelles traces on en voit dans l'histoire? Et quels éléments d'une langue autochtone peuvent être associés au concept à voir? Donc, on commence avec la langue. L'importance de revitaliser les langues autochtones parce qu'elles sont porteuses d'importants savoirs pour accéder aux connaissances millénaires au regard des territoires en question. Le gouvernement fédéral a créé la loi C-91 qui vise la réappropriation, revitalisation, maintien et renforcement des langues autochtones au Canada. Et de plus, l'UNESCO a décrété 2022-2032 comme la décennie des langues autochtones. Est-ce qu'on va vous demander de devenir des parfaits locuteurs des langues? La réponse est non, mais on va vous demander d'intégrer des mots des langues autochtones dans vos espaces classes et dans les espaces écoles. À titre d'information d'ailleurs, ça, c'est tiré du gouvernement de l'Ontario, le curriculum au niveau secondaire. Donc, depuis 2021-2022, les conseils scolaires peuvent offrir Inuktitut comme langue d'enseignement. Et maintenant, à partir de 2024-2025, les conseils scolaires pourront offrir l'algonquin comme langue d'enseignement, donc l'Anishinaabe-Mo'in, dans le cadre des programmes cadres de langue autochtone de la première à la 12e année. Donc, ça nous démontre l'importance qu'on accorde aux langues autochtones. Je vous donne ici un exemple de comment ça peut être utilisé en salle de classe. Ici, c'est le terme Ojibwe, Maan, qui signifie UA, puis je m'excuse, peut-être que je n'ai pas la prononciation tout à fait exacte. Donc, ici, si on veut trouver de l'information là-dessus, on peut le trouver sur le site d'Astronomie des Grands Lacs. Donc, ça concerne la constellation de la Petite Ourse, Ursa Minor. Donc, ici, ça nous mentionne que le Yuan, Mang, est considéré comme un messager et un leader essentiel. Et on parle des constellations ici. Donc, ici, j'ai deux éléments avec lesquels je peux travailler. En français, j'ai un petit élément de texte ici, mais j'ai aussi deux éléments de science que je peux travailler avec mes élèves. Je peux travailler sur les caractéristiques de cet oiseau. D'ailleurs, on dit qu'il y a beaucoup de taches blanches sur le Huon, donc ça fait référence, c'est pour ça qu'on fait référence aux constellations. Et je peux travailler avec les enfants au niveau des constellations, de leur apprendre comment justement on peut trouver l'étoile polaire Polaris. Déjà là, on a, juste à partir d'un petit texte, et on intègre quelques mots dans la langue Ojibwe. Donc, en Ontario, il y a plusieurs langues, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs nations autochtones différentes. Donc, Ojibwe, Ojikri, Cri, Anishinaabe-Mo'in, et les langues Haudenosaunee pour lesquelles il y a différentes nuances.
Si on veut apprendre des langues autochtones, il y a des sites du gouvernement du Canada qui s'appellent Nos langues. Donc, vous verrez, vous pourrez accéder à toutes ces ressources. Le site First Voices, on peut apprendre et entendre la sonorité de ces langues et il y a des dictionnaires et on peut entendre. Il y a les centres d'amitié autochtones de votre localité aussi. Donc, à la fin, vous aurez aussi le site de la Fédération ontarienne des centres d'amitié autochtones. Et la plupart des centres d'amitié donnent des cours dans plusieurs langues autochtones, pas nécessairement la langue de la nation locale. Il y a de nombreuses applications aussi à télécharger sur votre téléphone et il y a des sites Internet des nations elles-mêmes et il y a aussi le site de l'Université de Toronto. Donc, vous avez plusieurs ressources pour pouvoir accéder à la prononciation ou à des mots dans différentes langues autochtones, dépendamment où vous êtes situé sur le territoire. On aborde maintenant les récits et les légendes au niveau de la dimension culturelle. Les récits sont très importants parce que ça servait de pierre d'assise pour la transmission d'importants savoirs scientifiques et technologiques, mais aussi d'importantes valeurs humaines. Souvent, dans les récits autochtones, on avait beaucoup de valeurs humaines qui étaient transmises en racontant le récit et un aspect spirituel qui relie au monde naturel. Et les auteurs comme Baptiste, Youngblood, Anderson mentionnent l'importance de ces éléments-là, du récit qui permet de transmettre énormément de savoir. Un exemple ici, je ne vous lirai pas toute la légende, mais pourquoi, et donc les récits permettent aussi de favoriser l'interdisciplinarité. Pourquoi le porc-épic a-t-il des piquants? Donc ça, c'est un récit Anishinaabe. Alors, ça nous dit, jadis, lorsque le monde était jeune, les porcs-épics n'avaient pas de piquants. Donc, il y a toute une histoire par rapport à ça. On a des mots aussi dans la langue. Et donc, ici, en lisant le texte aux enfants, en racontant l'histoire aux enfants, aux élèves, et on l'utilise au primaire et au secondaire. Donc, au primaire, ce qu'on a fait avec les petits, c'est qu'on a expliqué aux enfants du primaire qu'en science, au niveau des caractéristiques des êtres vivants, le porc-épic, il venait au monde sans ses piquants. On espère, pour la maman. Et que les piquants arrivaient par la suite. Par ailleurs, au secondaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé de l'évolution, donc tous les phénomènes d'évolution. Et là, on a abordé le fait que le premier animal qui est l'ancêtre du porc-épic avait un ou deux poils hérissés. Et parce qu'il devait se protéger, comme c'est dans le récit, il devait se protéger de l'ours et du loup, à cause de l'évolution, a développé des piquants. Donc, on voit qu'on peut utiliser un récit à des niveaux scolaires différents pour pouvoir travailler des éléments de science, entre autres, qui sont différents. Et ici, les dimensions culturelles autochtones, ce n'est pas seulement pour les contenus identifiés. Dans le programme de sciences, on a certaines occurrences qui nous demandent d'intégrer les savoirs et perspectives autochtones. Mais on peut le faire à différents autres endroits. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit Première Nation Métis Inuit qu'on doit s'empêcher d'intégrer un savoir autochtone. Donc, moi, j'appelle ça saisir des occasions. Ici, c'est les sciences première année. Et ce que les sciences de première année nous demandent, c'est de déterminer les caractéristiques physiques d'une variété de plantes et d'animaux. Ici, on a pris le récit du Pécan raconté par Isaac Murdoch de la Première Nation Serpent River. Et on a obtenu l'autorisation de traduire et même toute la vidéo a été traduite. C'est une vidéo magnifique. Et le texte, il est lu par un jeune homme Anishinaabe, algonquin aussi, en français. Donc, ici, on parle de Ojig le Pécan, Nijig la loutre. Donc, on voit les mots ici dans la langue en Anishinaabe-Moine. Et on peut travailler différents contenus de science à partir de ce récit-là. Il y a par ailleurs des protocoles à respecter au regard des récits. Si le récit est écrit et publié sous forme de livre, on peut s'en servir en classe en s'assurant bien sûr de mettre le récit en contexte. Et là, on va vous demander d'aller peut-être plus loin que ce que le livre vous fournit. Est-ce qu'on connaît la nation d'origine du récit? Quel est le territoire concerné et l'auteur? D'où vient-il ou d'où vient-elle?
il y a certains récits qui sont disponibles en français. Beaucoup d'œuvres maintenant ont été traduites. Lorsque le récit est publié sous forme écrite sur le web, il faut s'assurer de l'origine de la publication. Est-ce que c'est publié par la nation elle-même sur son site officiel? Et si c'est mentionné, ce récit a été raconté par un aîné, John Smith, mais il faut s'informer auprès de cette personne-là pour savoir si on a le droit de l'utiliser à des fins éducatives et aussi leur demander si c'est possible de le traduire. Donc, c'est ce que moi j'ai fait avec les récits et la vidéo d'Isaac Murdoch, parce que j'ai vu l'immense potentiel de cette magnifique vidéo-là qui raconte le récit du Pékin, The Fisher Story, et je lui ai demandé l'autorisation de traduire en collaboration avec FNMIEAO. Donc, il faut demander au préalable la permission et ensuite leur offrir cette traduction-là qu'ils peuvent utiliser à leur propre fin. Quand c'est possible, lorsque c'est possible, on invite un aîné en classe pendant notre leçon si on veut raconter le récit. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais c'est sûr que c'est un plus. Je vous dirais, n'invitez pas seulement vos aînés, vos gardiens, gardiennes du savoir, seulement en septembre et ou au mois de juin, parce que ces personnes-là sont débordées. Alors, c'est important de les inviter à d'autres moments de l'année, parce que vous comprendrez qu'une personne autochtone ne l'est pas seulement 2 mois par année. Là. Les récits, on l'a vu, contiennent souvent des faits scientifiques vérifiables, véritables et des valeurs humaines importantes à transmettre. On peut aussi consulter un ou une aînée pour la prononciation ou l'utilisation d'un mot ou certains protocoles par rapport à certains récits. Dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, les aînés sont considérés comme le point de jonction, donc ont un rôle important. Pour vous aider aussi, l'Université de Sherbrooke a développé des clés d'analyse que je vous invite à consulter. Le site web est en bas de cette diapositive-là et vous aurez des critères à respecter qui vont vous guider pour le choix. Beaucoup de bibliothèques des commissions scolaires présentement et des écoles ont quand même un bon répertoire d'œuvres en français, mais c'est important que les œuvres en question puissent aussi correspondre aux nations locales pour éviter, et j'ai rien contre, là, j'ai beaucoup d'amis dans ces communautés-là, mais on parle en Ontario des Inuits, des Huron-Wendat, des Abénakis, parce qu'ils ne sont pas sur votre territoire. Donc, ça ne veut pas dire de jamais en parler, de jamais les voir, en avoir, mais c'est important qu'on puisse parler aussi des nations locales. Évidemment, ça constitue un défi parce que la plupart des récits des nations locales vont être en anglais. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des 634 Premières Nations au Canada, seulement une vingtaine sont francophones. Elles sont toutes au Québec et d'ailleurs, elles ne représentent même pas la majorité des Autochtones du Québec. Donc, il y a un immense besoin de traduction. Et pour ça, peut-être que, justement, si vous enseignez au secondaire, peut-être que vos élèves du secondaire pourraient être mis à profit pour pouvoir faire des bouts de traduction, des bouts de traduction de sites web aussi, des nations locales, etc., qui peuvent être offertes en échange de collaboration. Un autre élément des dimensions culturelles autochtones, c'est le territoire. Donc, ça vous demande de connaître le territoire et pour connaître le territoire, apprendre de notre milieu et de ses communautés. Et là, M. Louis, j'ai un petit quiz. Alors, je vais vous demander de voir donc, vous levez la main dès que vous avez reconnu l'ensemble de ces symboles. Alors, ça, c'est mon petit quiz. Connaissez-vous ces symboles? Et c'est parti dès à présent. Alors, on lève la main si on les connaît tous ou si on en connaît quelques-uns? Tous. Si on en connaît au moins la majorité. La majorité, OK, merci. Eh bien, présentement, on a 12 personnes qui ont levé la main. OK, d'accord. Et on a combien de participants? On est à, attendez, une trentaine.
OK, une trentaine. Donc, au moins la moitié sont capables de reconnaître tout ça. Assez rapidement, là, hein. On a vu que c'est en moins de 1 minute, presque moins de 30 secondes. Maintenant, prochain quiz, ceux-là. OK, Et alors là, la même question. Oui, la même même. question. Vous levez la main, hein. Vous levez la main dès que vous avez identifié chacun de ces symboles-là. OK, je ne sais pas parce que là, les gens n'avaient pas enlevé la main du OK. premier. Donc là, en ce moment, on est en train d'enlever des mains. OK, ça joue un petit peu, ça joue, ça joue. On est à... Ah, c'est pas mal pareil, on est à 14. Ah ouais, OK, ben bravo. Alors félicitations parce que la plupart de mes présentations, habituellement, j'ai un grand silence pendant un bout de temps parce qu'on a discuté à reconnaître. Donc en haut, j'avais la perdrix ou la gélinote, j'ai le huard, la bernache ou l'oie du Canada, le pin, le cèdre et ça, ce sont les samars d'un érable. Pourquoi je vous présente ça? Parce que il faut connaître son territoire. Donc ça, c'est un exercice que je donne à tous mes étudiants, aux directions d'école que j'ai formées cet été dans un institut d'été à l'Université de l'Alberta. Mes étudiants dans tous mes cours, ils ont toujours ce devoir-là à faire. Donc, ça fait partie de leurs travaux de session. Répertorier les éléments naturels qui se trouvent à 1 kilomètre à la ronde de votre école. Ils doivent me repérer au moins 3 arbres, me nommer les espèces, au moins 2 oiseaux. La trace ou la présence d'animaux, quels sont-ils? Les cours d'eau à proximité et non seulement me dire qu'il y a un cours d'eau à proximité, mais me mentionner le nom de ce cours d'eau-là, où ce cours d'eau-là prend sa source et où est-ce qu'il se jette. Quelle est la géologie ou la morphologie de la région, les montagnes, les collines, les dunes, les plages à proximité, etc., à 1 kilomètre à la ronde. Pourquoi 1 kilomètre à la ronde? Parce que c'est une distance qu'on peut faire facilement avec les enfants à pied. Parce que quand on demande d'aller à l'extérieur pour pouvoir apprendre du milieu et connaître le territoire, souvent on pense à, bon, on va faire des sorties en grande nature, etc. Et c'est pas nécessaire parce que dans la tradition autochtone, on connaissait le territoire sur lequel nous vivions. Donc, quel est le territoire sur lequel vous vivez? Quel est le territoire de l'école? Donc, à ce moment-là, c'est le territoire qu'on va apprendre à connaître avec les élèves. Et plus on se rapproche du territoire et des milieux naturels, et plus on va se rapprocher des peuples autochtones. Donc, un exemple au niveau de comment j'utilise le territoire pour des situations d'apprentissage, d'activités d'apprentissage. Ici, c'est les pistes d'animaux, maternelle, on a fait des maternelles, sciences et arts. Ici, on utilise. Pourquoi ici, c'était dans le milieu, dans une école où la majorité des élèves étaient Anishinaabe algonquins. Et donc, l'animal emblématique, c'est l'orignal ici. Donc, on a utilisé l'orignal, on a regardé les pistes des animaux, on a fait un projet d'art, on a regardé les caractéristiques de l'orignal. Quand j'étais dans l'Okanagan, l'animal emblématique, c'est l'ours grizzly. Donc, on a fait des pistes d'ours grizzly. Le même principe. Si vous n'avez pas de neige chez vous, que vous êtes très chanceux, vous n'avez pas de neige, comme nous ici à Victoria, donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'équivalent, mais on le trace à la craie sur des trottoirs. Donc, ça peut faire exactement la même chose ou sur de l'asphalte. Un exemple de récit et le territoire. Ici, c'est le récit du Tamiya et c'est en sciences de 3e année avec les systèmes vivants. Exploration et compréhension de concepts et comprendre différentes utilisations de plantes. Cette activité d'apprentissage-là, elle est sur un site qui s'appelle tableaust.ca et c'est à partir, encore une fois, d'une traduction d'un récit raconté par Isaac Murdoch, pour lequel on a reçu une permission. Donc, le récit du Tamiya, c'est un récit où les plantes sont venues en aide aux humains parce que les humains n'avaient pas été corrects avec la nature. Ils avaient utilisé des sentiers qui n'étaient pas ceux des animaux. Ils avaient ravagé la nature. Ils avaient cueilli des plantes à outrance.
Et donc, les animaux ont voulu les punir et les plantes ont accepté de soigner les maladies des humains. Et donc, les plantes ont accepté de combattre les maladies. Et le petit Tamia, c'est celui qui était allé dévoiler le plan des animaux qui voulaient faire de la misère aux êtres humains. Et la raison pour laquelle le Tamia a des rayures sur son dos, c'est que l'ours était fâché après lui et il a griffé son dos. Alors, on voit ici qu'il y a des valeurs importantes transmises ici. Et dans la majorité des récits autochtones, c'est souvent le plus petit qui sauve tout le monde. Et ça, c'est important de le faire, mettre en lumière avec les enfants. Donc, ça nous permet de travailler l'inclusion avec nos élèves. Donc, non seulement on fait du français avec le texte, non seulement on fait des sciences, mais on fait aussi des compétences transversales et favoriser l'inclusion dans nos salles de classe. Reconnaître les savoirs autochtones. Donc, maintenant, on est dans les dimensions culturelles, on est au niveau des savoirs autochtones, entre autres, importance de rendre hommage au savoir au niveau des technologies, des techniques. Donc, on parle ici de gérer la forêt par le feu avec les brûlages culturels, dont on a absolument besoin présentement. On parle aussi des constellations sous l'angle des récits autochtones. Il y a un guide des constellations Ojibwe. Et il y a aussi Wilfred Buck, qui est un cri de la Saskatchewan, qui a développé beaucoup de textes au niveau des récits anciens sur les constellations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les constellations que l'on a appris, nous, sont les constellations héritées des Grecs ou des Romains, mais ce sont les mêmes étoiles placées au même endroit, sauf que les dessins qu'on y voit sont différents et pourquoi pas utiliser les façons de voir le ciel des Autochtones qui habitaient ces territoires-là. Une activité, parce que j'imagine que dans l'auditoire, il y a des gens du secondaire qui disent oui, mais maintenant au secondaire, parce qu'on a beaucoup d'exemples pour le primaire, activité entre autres de sciences, avec justement, je pourrais prendre le même récit que j'ai vu avec le Tamia tantôt, qui parle de l'importance des plantes pour guérir. Et ici, on peut, si à l'arrivée des explorateurs, ça c'est une question que j'ai posée aux élèves, quand j'enseignais, si à l'arrivée des explorateurs, on a trouvé que les Autochtones étaient forts et bien bâtis, donc c'était dans le récit, la plupart des récits des explorateurs, c'est ce qu'ils mentionnent quand ils décrivent les peuples autochtones. Ils sont forts, bien bâtis, ils sont en bonne santé. Donc, à ce moment-là, dans quels aliments ils trouvaient leur calcium, en sachant qu'il n'y avait pas de vaches ni de chèvres ici sur le territoire des Amériques. Donc, on a fait faire avec les élèves un inventaire des plantes comestibles avec une analyse des composés chimiques à partir d'un site de l'Université McGill qui fait une analyse complète de chaque composé chimique des plantes. Et donc, on pouvait voir quelles étaient les plantes qui comportaient le plus de calcium. On sait aussi qu'ils prenaient leur calcium à partir de la moelle des os des animaux, bien sûr. Il y a aussi le guide alimentaire canadien, Première Nation Métis Inuit, dont on se sert. Le guide alimentaire canadien a été modifié, bien sûr, mais le guide alimentaire canadien Première Nation Métis Inuit est encore celui-ci qui est sur le site de Santé Canada que vous pouvez consulter. Donc, on fait des activités d'apprentissage, on le met en parallèle avec l'actuel guide alimentaire canadien. Ici, on a des aliments qui sont des aliments assez traditionnels, comme évidemment, puis au centre, on voit là, des activités de cueillette d'aliments et de chasse. Une autre activité au niveau des savoirs, donc interdisciplinaire, mathématiques, sciences humaines et sciences. Ça, c'est une activité que j'ai faite dans toutes les provinces ou presque et qui fonctionne toujours très, très bien. Donc, le mandat, c'est fabriquer un canot c'est un petit gabarit qu'on travaille en carton pour lequel on met beaucoup de diachylon pour l'imperméabiliser. Donc, on le met dans un petit bassin d'eau. Chaque équipe d'élèves a ce matériel-là, et ils doivent mettre des objets dans le canot et voir comment le canot est capable de supporter de poids avant de couler finalement.
Et on fait référence au savoir-faire des Autochtones de diverses nations, donc comme on dit divers canaux. Donc ici, c'est le canot Anishinaabe-Algonquin qui est fabriqué par l'aîné et maître artisan Pita Marenda. Il a été fabriqué en 1971. Ça, c'est l'exemplaire qui est au l'aéroport d'Ottawa. Il y a un exemplaire identique qui avait été remis à Pierre Elliott Trudeau quand il était premier ministre. Donc, on regarde en même temps quels sont les récits par rapport aux canaux dans le commerce des fourrures. Et on voit ici l'importance du canot de mètre qui mesure 2 mètres de largeur, qui peut contenir un équipage de 8 à 12 hommes. Et on dit ici que ça pouvait porter jusqu'à 1750 kilos, le canot du Nord. Donc, de là l'importance, ça veut dire qu'ils avaient des techniques de construction de canaux, des connaissances à quelque part de concepts mathématiques pour éviter justement de se retrouver au milieu de la rivière à couler avec tout le matériel qu'on avait. Donc ça, c'est important avec les enfants, avec les élèves, de reconnaître ces savoirs-là et ces technologies-là qui étaient détenues par les premiers peuples. On a vu savoir et perspectives autochtones, on a vu que c'est très localisé et en relation avec les nations locales. Maintenant, on va aborder la pédagogie autochtone, donc comment on voit ce que l'on doit faire, le quoi, les savoirs et perspectives autochtones, maintenant le comment, la pédagogie autochtone avec ses caractéristiques communes. Marie-Baptiste nous dit qu'il y a 2 aspects qui doivent être présents lorsqu'on parle de décolonisation de l'éducation. Et si vous voulez lire son texte, Marie, elle a accepté que je la traduise dans un ouvrage collectif qui est paru, dont vous trouverez la référence à la fin de cette présentation-là. Marie nous dit qu'il faut éviter que la simple approche additive des savoirs et perspectives autochtones maintienne les structures et les fondements eurocentriques, s'appropriant le contenu autochtone et donnant l'impression que les 2 systèmes de connaissances s'imbriquent. Donc, qu'est-ce que c'est la pédagogie autochtone? Il y a une approche inductive et expérientielle. Inductive, ça veut dire qu'on va vivre l'expérience d'abord et on va en tirer des théories ensuite. Ici, on est beaucoup dans l'expérientiel. Le réel est privilégié, donc on va essayer d'aborder des concepts avec un objet réel, avec une réalité, le faire pour de vrai. Une approche inter- et transdisciplinaire, donc on a vu des exemples tantôt dans les présentations que j'ai faites. Les savoirs sont intellectualisés pour soi, donc on est un peu dans le constructivisme ici. Une gestion de classe sans système d'émulation, donc pas de punition-récompense. Dans les principes de la pédagogie autochtone, on va utiliser les principes de justice réparatrice pour la gestion de conflits ou de comportements. Il n'y a pas de hiérarchisation ni de savoir ni des individus. C'est-à-dire que une discipline n'est pas plus importante que les autres, le français n'est pas plus important, ni les sciences que les arts ou autres, et ni les individus. Donc, la place de l'enseignant dans cette pédagogie-là, c'est une place de collégialité, non pas d'une place de détenteur absolu de savoir. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur la pédagogie autochtone, qui ont participé à la théorisation de ces concepts-là, dont Marie-Baptiste et plusieurs autres auteurs, donc Bierman et Towson Cross et Nakata, qui sont des Australiens, Litterbert Toulouse, qui est ontarienne, Yunka Pota, qui est australien aussi. Donc, ils sont peu connus du monde francophone parce qu'ils écrivaient seulement ou strictement en anglais. Ces auteurs-là étaient très connus des provinces de l'Ouest, mais pas beaucoup de l'Est, entre autres, ni du Québec, ni de l'Ontario. Plus récemment, en français, des articles et des chapitres de livres qui ont été écrits en français, entre autres un que j'ai écrit avec Janice Ottawa au niveau de l'enseigner des sciences dans une perspective autochtone. Vous pourrez aller le consulter. Et pour les mathématiques, Henry et Mooney qui ont écrit justement un chapitre dans le livre que j'ai édité en 2024 qui parle de l'enseignement des mathématiques dans une perspective autochtone. Donc, qu'est-ce que c'est la pédagogie autochtone? On l'a parlé, une approche inductive expérientielle, réelle et privilégiée, d'autres médiums que l'écrit, le plus souvent possible. Donc, on comprend que c'est un défi pour l'enseignement du français. Une éducation permanente, donc qui dure la vie durant,
très ancrée dans les langues autochtones, une éducation transgénérationnelle avec un rôle important accordé aux aînés. On est dans la Yumka Purta, qui est australienne, nous dit, lui, qu'on est dans la déconstruction-reconstruction. Ça inclut la communauté. On a beaucoup une approche réflexive sur les apprentissages. Je sais qu'on nous apprend toujours ça dans nos facultés d'éducation, mais c'est quelque chose que l'on ne fait pas parce qu'on considère qu'on n'a pas le temps. Et c'est très important de le faire. Après chaque activité d'apprentissage, on devrait se garder un moment de réflexion sur les apprentissages pour s'assurer qu'ils sont ancrés. Multisensoriel, on va en reparler tantôt. Kinesthésique, expérientiel, donc on est beaucoup dans l'action, dans le bouger, très lié au territoire, la narration comme outil d'enseignement, donc le récit, et c'est non linéaire et holistique. Dans le cadre de recherche, moi, j'ai développé un concept à partir de la pédagogie du lieu et la pédagogie autochtone. Donc, c'est un concept hybride. Et j'ai développé un concept qui s'est appelé le concept 3-4-5+. Donc, c'est une approche multisensorielle, kinesthésique et expérientielle, avec 3 dimensions. Donc là, ici, je préviens mes jeunes personnes dans les histoires, ce n'est pas le 3D sur un écran, c'est le 3D réel, physique. Est-ce que je peux le prendre dans ma main ou est-ce que je peux en faire le tour? 4 éléments, eau, air, terre et feu. Donc, ces 4 éléments-là, en les utilisant, en me servant de ces éléments-là comme de thèmes intégrateurs, ça me permet beaucoup de faire de l'interdisciplinarité, y compris de l'interdisciplinarité au secondaire. Donc, je peux insérer mes activités d'enseignement sous le thème de l'eau ou le thème de l'air. La terre et le feu. Et ici, le feu, je vous rassure tout de suite, on n'a pas mis feu à l'école. On utilise le thème de lumière, le concept de lumière pour illustrer cet élément-là. Donc, ce qu'on fait, on a fait plusieurs expériences dans des écoles primaires, entre autres, où une partie de l'année, il y a des écoles qui ont utilisé ce concept-là sur 2 années. Donc, les thèmes étaient la première année, année 1, eau et air. Donc, toutes les activités faites dans l'école, toutes les activités pédagogiques faites en classe avaient un lien avec l'eau et l'air. Et la deuxième année avait un lien avec la terre et le feu. Donc, ça peut vous inspirer. Et les 5 sens, donc 3, 4. Le 5, c'est les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Le cerveau humain apprend avec tous ses sens, mais malheureusement, l'éducation occidentale a valorisé l'ouïe et la vue. Mais nos cerveaux apprennent avec tous nos autres sens. Donc, c'est important d'y revenir et de s'en servir. Et le plus ici, c'est un sens intuitif, plus l'intuition. Et ici, le goût, on va en reparler, mais il faut faire attention, on va vérifier les allergies auprès des élèves, bien sûr. Donc, la pédagogie autochtone, ce n'est pas seulement pour les contenus identifiés, je n'ai parlé tantôt, on peut l'utiliser pour tout à fait autre chose. Ici, je vous donne l'exemple de littérature et le concept 3, 4, 5+. J'amène les élèves dehors et j'écris un texte descriptif sur les sons que l'on perçoit. On utilise des fleurs ou des huiles essentielles et je les décris à quelqu'un qui a perdu le sens de l'odorat, soit dit en passant. Le vocabulaire pour décrire les odeurs n'est pas très riche. Donc, on pourrait faire travailler les élèves à justement les répertorier, mais peut-être aussi en créer d'autres, ce n'est pas défendu. Amener les élèves aussi dans divers lieux, un boisé, un lieu de culte, une gare, une station de métro, et noter ce qui est ressenti. Donc, ici, on travaille le plus dans le concept 3, 4, 5+, quand on amène les élèves à se recentrer sur eux-mêmes et à identifier ce qu'ils ressentent. À gauche, c'est un projet qui a été réalisé au secondaire et c'était une enseignante, Elisabeth Roche, de l'école Victor Brodeur à Victoria, qui voulait utiliser le perlage pour faire une activité avec ses élèves, mais il disait, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Elle avait une idée intéressante, justement, de faire un récit aux élèves à partir du perlage. Mais moi, je lui ai apporté, justement, l'importance du wampum, qui était un genre de ceinture qui racontait des événements, qui pouvaient sceller des alliances, qui pouvaient sceller des ententes entre nations et aussi qui ont servi dans l'histoire avec des traités. Donc ici, l'élève choisissait une histoire et on peut l'utiliser au primaire également en simplifiant les états. Donc, quand je choisis une histoire qui raconte un événement marquant de la vie de l'élève rédige un schéma narratif, un squelette de son histoire. Et là, ici,
l'enseignant voulait faire particulièrement attention aux homophones des verbes en ER. Donc, ici, après, donc, il perlait, donc il mettait des perles de couleurs. Différentes couleurs représentaient quelque chose de différent dans leur récit. Et on créait ainsi un perlage. Évidemment, c'était pas aussi sophistiqué qu'on ne leur demandait pas de créer une ceinture de wampum, bien sûr, et devaient raconter à l'oral, justement, la signification du perlage qu'ils avaient fait pour illustrer leur récit. Je vous dirais que les premiers pas à faire quand on veut intégrer les savoirs et perspectives autochtones, quand on enseigne, c'est connaître la ou les nations sur lesquelles territoire vous êtes situé. Parce que quand on parle de réconciliation, on ne peut pas se réconcilier avec des étrangers. Ce que vous devez savoir, ce que l'on doit savoir de la nation locale. Quel est le lien d'appartenance à une grande nation ou à la grande famille? Donc, la nation locale qui est chez vous, le conseil de bande, par exemple, qui est à côté de votre école ou de votre commission scolaire, est-ce qu'ils appartiennent à quelle grande nation? Est-ce qu'ils sont la nation Anishinaabe, Algonquin? Est-ce qu'ils sont Haudenosaunee? Est-ce qu'ils sont Cri? Ça, c'est important de le savoir. Quelle est la langue de la nation locale? Et est-ce qu'on peut trouver des ressources pour apprendre quelques mots de cette langue-là? Quelles sont les caractéristiques du territoire? Donc, vous avez vu tantôt les caractéristiques du territoire qui sont nécessaires de connaître. Donc, tous ces éléments de mon exercice de tantôt avec mes étudiants. Quelles sont les activités traditionnelles qui sont pratiquées encore, qui étaient pratiquées dans le passé? La chasse, la pêche, quels sont les rassemblements, les artisanats, l'art, les savoirs ancestraux? Mais aussi, quelles sont les priorités actuelles dans la communauté? Pour savoir cette information-là, vous allez trouver cette information-là à l'intérieur des sites web des nations locales ou de la grande nation. Et ils parlent de c'est quoi nos préoccupations présentement. Ça peut être en environnement, ça peut être en économie. Il y a aussi le responsable de l'éducation dans chacune des nations, ou même des conseils de bande. Il y a une personne responsable de l'éducation. Quelles sont leurs priorités? Les protocoles à respecter. Est-ce que, comment on peut s'assurer qu'on est correct au niveau des protocoles? Exemple, où est-ce qu'on offre ou pas du tabac? Moi, venant de l'Est, évidemment, j'avais connaissance des protocoles au regard de l'offrande de tabac. Mais quand je suis arrivée dans l'Okanagan, oui, dans l'Okanagan, on offre du tabac. Mais sur la côte Pacifique, quand j'ai voulu offrir du tabac à un de mes collègues autochtones de la nation Songhees, il m'a dit, mais Diane, je ne fume pas. Et donc, c'était sa façon à lui de me faire connaître que chez lui, auprès des nations du Pacifique, ils n'utilisaient pas de tabac à titre cérémonial. Donc, c'est important de le savoir. Et aussi, dans le cadre d'un décès dans la communauté, quels sont les protocoles en vigueur? Dans certains cas, on ne doit pas prononcer le nom de la personne qui nous a quittés. Dans d'autres nations, ça, c'est pas grave. Il y a aussi souvent, si vous avez demandé qu'un aîné ou une aînée ou un gardien du savoir vienne faire une présentation dans votre classe, sachez que n'importe quel événement qui va arriver dans la communauté va affecter aussi la présence de cette personne-là. Et il faut le connaître et le comprendre. Et aussi, on va aller voir quelles sont les nouvelles les concernant dans les médias. Et là, maintenant, dans les appels à l'action, les médias ont été interpellés parce que dans le passé, on parlait des Premières Nations métis inuits seulement quand il y avait des choses qui étaient négatives. Mais depuis plusieurs années maintenant, en réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, presque tous les médias se donnent le devoir de parler des nations locales et des nations en général, des Premières Nations métis inuits, avec les nouvelles qui les concernent aujourd'hui et dans la plupart du temps dans l'aspect positif de ces nouvelles. Donc, c'est important. Radio-Canada, Espace autochtone, les nouvelles dans la presse, etc. Donc, si vous êtes appliqué à ces sites-là. Des ressources. Donc, les ressources que vous pouvez utiliser, évidemment, les personnes responsables de l'éducation autochtone au sein de votre conseil scolaire. Il y a bien sûr l'Ontario Federation of Indigenous Friendship Center,
si vous voulez chercher un centre d'amitié autochtone de votre localité, parce que ça existe dans la plupart des grands centres, c'est un site intéressant à aller voir. Ici, sur cette section-là, vous allez trouver comment trouver un centre d'amitié autochtone. Il y a le site de First Nation Métis Inuit Education Association of Ontario. Donc, il y a beaucoup d'informations, puis vous pouvez les suivre sur Twitter. Soit en passant aussi, les nations locales, allez voir les sites web et les pages Facebook, parce que de plus en plus, quelquefois, on va tomber sur le site web de la nation locale qui est moins à jour, mais fonctionne beaucoup avec Facebook. Et si vous vous abonnez à leur page Facebook, vous allez avoir de l'information privilégiée sur tout ce qui se passe dans la communauté. Donc, ça, c'est intéressant. Et moi, d'ailleurs, je suis membre, entre autres, de plusieurs centres d'amitié autochtones pour lesquels je reçois de l'information et ça me tient au courant sur les programmes qu'ils ont, sur les cours justement en langue, les powwows qui s'en viennent, et plusieurs informations très intéressantes que vous pouvez trouver en vous abonnant aux pages Facebook des Nations locales et des centres d'amitié autochtones. Alors, voilà, c'était la présentation que j'avais pour vous. Alors, je vais prendre maintenant les questions, réflexions et commentaires. Et en Anishinaabe-Mohin, on dit Kichi Miigwech. Merci beaucoup. Eh bien, Diane, avant de prendre les questions, moi, j'aimerais commencer à te remercier pour cette excellente présentation. Moi, j'ai retenu que tu nous as partagé beaucoup d'activités que l'on peut faire. Tu nous as dit aussi que j'ai beaucoup aimé la section quand tu dis c'est quoi nos premiers pas à faire. Et ce que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est que de faire l'effort d'aller à la rencontre puis de connaître nos nations locales. Parce que quand tu expliques, c'est bien beau, là, mais si je parle de Première Nation, puis c'est celles qui habitent, mettons, dans ta région, là, dans l'Ouest canadien, ben, dans l'Est ontarien, c'est pas les mêmes. Donc, ils n'ont pas nécessairement plus que ça. Ils n'ont pas les mêmes traditions ou les mêmes savoirs. Donc, c'est important dans la recherche. Fait que pour ça et tout le reste, eh ben, je te dis un grand merci. Puis moi, ben, pendant que j'arrête l'enregistrement, je vais inviter les gens à écrire des questions dans la boîte de clavardage. Alors, je vais arrêter.